Bonjour à tous et bienvenue dans cet afterwork annuel de Veracash. Je suis Benjamin Rosor. Bien évidemment, nous aurions été très heureux de vous retrouver en vrai, comme chaque année, mais la situation sanitaire nous impose de faire autrement. Nous aurions pu annuler, mais toute l'équipe de Veracash tenait absolument à conserver ce lien, ce rendez-vous avec vous, même s'il est virtuel. Veracash est une entreprise agile, adaptable donc, on s'est adapté. On se retrouvera autrement, très bientôt, on l'espère, dès 2021. Je vous le précise, toutes les conditions sont réunies ici pour permettre le respect des gestes barrières entre les différents intervenants et les équipes techniques. Pendant tout le temps de la conférence, vous avez la possibilité de réagir et de poser des questions directement en commentaire. Nous avons prévu après chaque intervention un temps d'échange où nous poserons vos questions aux intervenants. Nous avons prévu de terminer ce moment vers 20 heures, mais si vous avez encore des questions sur la levée de fonds lancée par Veracash ce soir, Ignacio, Nicolas et Jean-François resteront bien évidemment à votre disposition le temps qu'il faudra. J'accueille tout d'abord Edwin Lehéron, professeur en sciences économiques à Sciences Po, à Bordeaux. Il est spécialiste en économie monétaire et finance, en politique monétaire, dans l'analyse des banques centrales et dans la modélisation stock-flux cohérente post-keynésienne, mais aussi dans l'histoire de la pensée monétaire et de la pensée keynésienne. Il nous propose de réfléchir maintenant autour d'une notion primordiale, indispensable, fusionnelle quand on parle de monnaie, la confiance. Edwin Lehéron, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à Merci tous. d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et j'ai envie de vous poser une première question. Quand on parle de monnaie, de quoi parle-t-on exactement? Voilà. C'est une belle et dure question parce que la monnaie a existé depuis le début de l'humanité, pratiquement plusieurs millénaires, même avant Jésus-Christ, donc c'est dès la Mésopotamie. Et dès le début, c'est posé cette un peu question essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne la valeur à la monnaie. Et il y a eu toujours une opposition entre deux traditions. Ceux qui disaient bah, la monnaie c'est un signe du pouvoir, le pouvoir du prince, et ceux qui disaient non, la monnaie doit être ancrée à une marchandise, elle vient de la marchandise. Voilà. Donc dès les Grecs, il y a eu le choix de dire la monnaie c'est la loi, donc c'était directement ce que disait Aristote, la monnaie et la loi, on la liait finalement à un pouvoir politique. Quand on passe tout de suite au Moyen-Âge, les scolastiques reprennent la même chose, mais en développant l'idée que la monnaie est un bien public, que la monnaie n'appartient pas au prince. Donc la monnaie est au peuple, et donc le prince a le droit de l'utiliser, mais de ne pas en profiter. Donc il y a cette idée du bien public. Après, on a une période avec les mercantilistes où très clairement la monnaie devient un instrument du prince et qu'en gros il fait ce qu'il veut avec. Et c'est face à des excès de la monnaie et une perte un peu de confiance qu'il va avoir une réaction au XVIIIe siècle, notamment avec les économistes classiques comme Adam Smith qui vont dire, eh bien non, il faut ancrer la monnaie à une marchandise, il faut arrêter cette domination d'un pouvoir politique sur la monnaie parce qu'ils font des fois un peu n'importe quoi. Et là, il y a eu cette idée de l'accrocher à une marchandise, notamment l'or ou l'argent, les métaux précieux. Je peux citer une citation de 1848 qui paraît un peu aujourd'hui anachronique de Rocher, un économiste allemand. Il disait les fausses définitions de la monnaie peuvent se classer en deux catégories principales. Celles qui considèrent qu'il y a quelque chose de plus et celles qui considèrent quelque chose de moins que la marchandise. Hein, oui, donc on était vraiment là-dessus. Et ça dure à peu près jusqu'au 14-18, où là, on n'arrive plus à accrocher à la marchandise parce qu'on manque de marchandises et on reprend le pouvoir politique. Les banques centrales sont créées à ce moment-là. Keynes montre que, justement, la monnaie est un fait social total. Et c'est à partir de là qu'on va revenir à cette idée de signe. Et on est encore dans cette période un peu compliquée, mais on sait mieux gérer le signe qu'avant. Et notamment, on arrive peut-être mieux à gérer la confiance. Alors, la monnaie est donc liée à la confiance. Mais en fait, ça me semble compliqué comme notion parce que la confiance, c'est vraiment un ressenti individuel. C'est je peux avoir confiance en vous, vous ne pouvez ne pas avoir confiance en moi. Donc, comment on fait pour mettre une notion qui est très individuelle, de ressenti individuel, des valeurs universelles? Alors, c'est très compliqué parce que la monnaie, effectivement, a cette tension entre un bien public, un bien qui appartient à tous, qui est un bien collectif, ce que les
les scolastiques avaient déjà développé, Oreste ou saint Thomas d'Aquin. Et puis la monnaie, on a envie aussi de l'acquérir pour soi-même. C'est aussi un instrument privé. Donc il y a cette tension entre le privé et le public. Et la confiance a cette tension aussi, parce que évidemment, la confiance est toujours un mélange de connaissances et d'incertitudes. Si on sait parfaitement les choses, si on les connaît parfaitement, bon, on n'a pas besoin de la confiance, on sait, on est dans la vérité. Si on ne sait rien, la confiance n'est plus de la confiance, on est dans la foi et on va passer sur les choses qui est. Et donc la confiance est entre les deux, c'est quand on sait des choses mais pas tout et on s'en remet à quelqu'un d'autre. Souvent ce qu'on appelle un intermédiaire de confiance, c'est quelqu'un qui va prendre finalement cette question pour la valider. Et évidemment, pour la valider, on a besoin d'avoir un travail qui va dans les deux sens, réciproque. La confiance se fabrique, elle se construit. Alors, aujourd'hui, on dit que la confiance, c'est les États ou c'est les banques centrales. Oui. On est sur ça. Est-ce que, à travers l'histoire, ça a toujours été le cas? Il fallait toujours que ce soit le pouvoir politique qui soit le représentant de cette confiance? Alors, non, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu dans l'histoire, au début, la monnaie est un bien créé par le public, elle est liée au public. C'est ce qu'on a chez les Grecs avec la loi, c'est ce qu'on a chez les scolastiques. Mais dès la Renaissance, on a une monnaie privée qui se crée avec les marchands banquiers italiens, parce que justement, les monnaies nationales ou locales ne fonctionnent pas bien au niveau européen. Et eux, ils font du commerce au niveau européen. Et on a une monnaie privée. Et les monnaies privées vont ensuite se développer et il va y avoir cet arbitrage entre quand la monnaie publique ne joue pas son rôle, les monnaies privées fonctionnent. Quand les monnaies privées fonctionnent mal, la monnaie publique revient. La Fed a été créée sur l'échec des monnaies privées américaines au 19e. Donc on a cette tension. Mais globalement, il y a toujours trois niveaux de confiance qu'on retrouve toujours et qu'il faut respecter. Que ce soit une monnaie privée, que ce soit une monnaie publique. Premièrement, on dit la confiance technique, méthodique. Il faut avoir confiance dans l'outil. Il ne faut pas qu'il y ait un faux monnayeur qui vous fasse des faux billets. Il ne faut pas que quand vous utilisez votre carte bancaire, quelqu'un puisse utiliser ces bons. Ça, c'est le niveau technique et c'est fondamental. Deuxième niveau un peu plus profond, c'est ce qu'on appelle la confiance hiérarchique. C'est-à-dire que souvent, on s'en remet à quelqu'un. Souvent dans une logique hiérarchique, l'État, ça peut être le privé, mais même dans le privé, il y a cette notion d'avoir cet intermédiaire de confiance. Et celle-là, elle n'est pas facile à gérer, elle est très importante. Et puis, je dirais, le plus important, c'est le niveau 3, c'est la confiance éthique. Une monnaie, c'est une institution. Et une institution, c'est un projet d'œuvre. On a envie de travailler ensemble sur un projet. Et ce projet, c'est des valeurs. Et donc, une monnaie, c'est un ensemble de valeurs. Et évidemment, la confiance ne vient que si on les partage, si on les respecte et si elles sont respectées. Et c'est à ce niveau-là que joue généralement l'échec ou la réussite des monnaies. Mais on a vu beaucoup de monnaies échouer sur ces trois niveaux. Et là, vous revenez sur une notion qui est quand même intangible, l'éthique, ou en tout cas subjective. Donc comment on arrive une fois de plus à se dire, mais là, je peux avoir confiance dans cette monnaie parce que je sens que éthiquement, le tiers de confiance est valable? C'est compliqué. George Simmel, qui est un grand spécialiste de la monnaie, disait la monnaie, c'est la modernité par excellence. Parce que on est dans le pur social, on essaye d'échapper à l'approche purement individuelle, égoïste, mais en même temps, on a ces deux dimensions. Et donc, la confiance doit gérer ces deux aspects. Et donc, effectivement, cet aspect un peu psychologique de la confiance, elle doit être maintenue par cette construction réciproque. Par exemple, on a décidé très récemment, dans les années 1990, que donner l'indépendance aux banques centrales allait dans le sens d'une meilleure confiance. Bon, après, il y en a qui peuvent le ressentir différemment. On a décidé en Europe que pour la paix, et donc la valeur éthique, c'est la paix, une monnaie européenne nous lierait et nous empêcherait de nous faire la guerre. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent non, la monnaie éthique, c'est la monnaie locale. Moi, je veux une monnaie pour chez moi. Donc tout le monde verra aussi la monnaie à sa porte. Donc il y en a qui voient dans le local, il y en a qui voient dans le global. Et évidemment, tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs dans une société. Et une monnaie fonctionne quand elle arrive à être quand même suffisamment partagée par tous dans des valeurs que tout le monde respecte. Aujourd'hui, par exemple, la question du dollar mondial est remise en cause. Et peut-être que demain, ce dollar qui était accepté et dans lequel on avait confiance comme monnaie mondiale ne le sera plus. Et alors, dans la suite de ce sujet, l'or, dont on connaît le volume, on sait que c'est une matière sans doute finie, c'est-à-dire qu'on connaît le stock, finalement répond à ce premier sujet de la confiance qui est « j'ai la certitude que l'or existe ». Alors, si on prend la confiance de l'or et de la monnaie dans l'histoire, elle a souvent existé. Même Aristote, quand il disait « la monnaie est pure loi »,
il disait, oui, mais on va faire de la monnaie métallique en or. Pourquoi? Parce que ça nous donne une garantie minimum. Et l'or a souvent été cette garantie minimum. C'est exactement ce que l'on dit aussi au Moyen-Âge, où aurais-je dit la monnaie appartient au peuple, mais le prince a le droit au monnayage, hein, c'est-à-dire quand le prince achetait pour 1000 d'or, il faisait pour 1100 de pièces. Et donc, en mettant son visage dessus, c'était lui le preuve du pouvoir, on voit bien que la monnaie était un signe, le signe du pouvoir, eh bien, il se finançait comme ça, parce qu'avec 1000 d'or, il faisait 1100 de Il a pièces. inventé l'inflation. C'est pas l'inflation, c'était le seigneuriage, c'était un droit de battre monnaie qui était un droit aristocratique. Et donc, à l'époque, on était dans l'Ancien Régime, le droit aristocratique, on ne revenait pas dessus, sauf quand il y avait des guerres, etc. Donc, on l'acceptait. Mais justement, les scolastiques disent, vous avez le droit de le faire, mais pas d'en abuser. En gros, on tolérait 10%, mais pas plus. Et quand un roi faisait de l'inflation, c'est-à-dire il ramenait les pièces et avec 110, il faisait 120, lui avec 120, il faisait 130, c'est ce qu'on a eu au XVIe siècle en France, on avait des révoltes, on avait des gens qui disaient, non, là, il y a abus. Et c'est suite à ces abus qu'on a décidé de mieux réguler la monnaie. Or, pourquoi les princes faisaient ça? Parce qu'ils n'avaient pas de système d'impôt moderne et donc c'était le moyen de financement. Quand, à partir du XVIe siècle, on développe des impôts modernes, le roi va dire non, je ne toucherai plus à la monnaie, je ferai d'autres impôts. En France, c'est les fameuses ordonnances de 1577 où on va mettre l'hôtel des monnaies là-dessus, ils vont commencer à régler la monnaie et dans ce cas-là, eh bien, la monnaie cessera d'être cet instrument un peu inflationniste qu'il était parce que les princes auront trouvé d'autres moyens de financement. Mais pour revenir avec votre question sur l'or qui est fondamental, l'or est donc toujours une garantie minimum. C'est-à-dire que même quand il y avait de l'inflation, on gardait la valeur de l'or. Alors on enlevait un peu de poids d'or, mais il en restait. Donc ça a toujours été une garantie, c'est quelque chose d'inaliénable, etc., qui est rare. Et donc quand vous accrochez à l'article. Mais on retombe sur cette idée, est-ce que dans ce cas-là, la monnaie n'est pas une marchandise? C'est ce qu'on voulait faire au 19e siècle, en l'accrochant. C'était un peu un mythe, parce que dès que vous faites une monnaie marchandise sur l'or, l'or prend une valeur monétaire. Donc, est-ce qu'elle est encore une pure marchandise? On voit bien aujourd'hui que l'or n'est pas lié que au marché, par exemple, de la bijouterie, et il est aussi lié à d'autres marchés, comme celui d'un marché sécuritaire en termes de financier. Donc, c'est toujours de dire qu'une marchandise n'est que pure marchandise. Mais l'or a toujours joué ce rôle, plus ou moins, fortement au 19e siècle, un peu moins maintenant. Et si vous prenez une monnaie, on pourrait prendre d'autres exemples de monnaie, le dollar a été accroché longtemps à l'or, puis en 73, ils ont dit non, un dollar as good as gold, bah non, le dollar as good tout seul, hein. Et puis, il n'y a plus de convertibilité et vous acceptez le dollar. Personne n'était capable de challenger les États-Unis. Et donc, tout le monde a dit, bon, ben d'accord, on accepte le dollar. Hein. Le général de Gaulle avait demandé des avions en or, mais c'était fini. Donc, on a aussi cette tension. Et typiquement, par une monnaie électronique, hein, une crypto-monnaie comme le Bitcoin, eh bien là, n'est fondée sur aucune valeur, rien. Il n'y a aucune contrepartie. Donc, elle vaut que ce qu'on pense ce qu'elle vaut. Le prix est ce que les gens pensent qu'ils ont, et comme disait Keynes, la majorité a toujours raison, hein, si les gens pensent que ça vaut beaucoup, mais si tout d'un coup vous débranchez tous les ordinateurs du réseau de Bitcoin, il ne reste plus rien. C'est clair qu'au moins l'or a toujours été cette garantie que c'est une marchandise qui est recherchée, notamment pour d'autres objectifs, qui d'ailleurs sont liés, parce que l'or est aussi recherché par la bijouterie, et dans la bijouterie c'est un bijou, donc plus ça vaut cher, plus le bijou vaut. Donc finalement, c'est le prix qui monte n'est pas un problème, il est plutôt au contraire une valeur de vie. Le Bitcoin, vous en avez parlé, en termes de confiance, c'est une autre forme de confiance. C'est-à-dire qu'on dit, je ne vais pas mettre ma confiance dans un régulateur central, mais je vais mettre ma confiance dans de la décentralisation et dans de l'anonymat. Quand vous avez vu arriver ça, vous qui faites des recherches sur la monnaie, vous vous êtes dit quoi? Alors, on était effectivement très surpris. C'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'on croit savoir et puis on se dit, zut, là, on n'a pas vu ça, hein, on n'avait pas vu le pangolin non plus, hein, donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et ça a été une vraie innovation. Et au début, intéressant, puisqu'elle a été vendue comme une remise en cause, en gros, des abus du capitalisme financier. C'est après 2008, la crise financière, ça apparaît après 2008, et très clairement, ils disent, les banques nous ont abusés, les banques ont fait n'importe quoi, le système public finalement a fait n'importe quoi, et on va créer quelque chose qui va être mondial. Donc là aussi, ce qui était nouveau, c'est directement une monnaie mondiale, un peu comme la monnaie des marchands banquiers au Moyen-Âge, mais donc c'est pas une monnaie nationale, européenne, locale, c'est pas une monnaie locale. Et puis au niveau mondial, ça sera une monnaie sans hiérarchie installée ou officielle, c'est-à-dire où est justement cette confiance hiérarchique du Bitcoin, où est cette preuve de confiance.
Et justement, le Bitcoin est basé sur un progrès technique, effectivement, une invention, c'est le blockchain. Et dans le blockchain, vous n'avez plus besoin de confiance puisque vous avez des preuves. Et donc, des preuves d'existence font que... Et ces preuves sont effectivement décentralisées dans la totalité des ordinateurs. Donc, il faut que les 15 000 ou 20 000 ordinateurs valident la chose, vous donnent la preuve. Et comme elle donne la preuve, on n'a plus de problème. Et comme cette preuve est mise dans un livre que l'on ne peut pas modifier, et l'algorithme qui calcule et qui fait ça est dans le logiciel lui-même, donc c'est bloqué, on ne peut pas le trafiquer, eh bien, il faudrait arriver à prendre contrôle de plus de 50% des ordinateurs en même temps à la même seconde pour pouvoir manipuler le Bitcoin. C'est pas impossible conceptuellement, mais comme c'est décentralisé entre des gens qui ne se connaissent pas, donc la confiance vient de la preuve. Mais une fois qu'on a cette preuve technique, moi je dis on est très bon dans la confiance méthodique, la confiance technique, mais on n'a pas cette souveraineté. Et notamment, quand on prend l'éthique qui était vendue, on ne va pas faire un objet de spéculation parce que c'était le problème. Les banques ont spéculé. On veut un truc d'échange sans coût, qui soit petit pour pas trop grossir. Ça, c'était les valeurs éthiques, altermondialisme, etc. Ben, on s'aperçoit que, comme ils ont tout mis dans un algorithme, l'algorithme ne peut pas vérifier la validité des valeurs éthiques. Et qu'est-ce qui est venu? C'est qu'ils avaient... Oui, c'est-à-dire que nos amis informaticiens, eux, disent le code c'est la vie, le code c'est la loi. Ben, visiblement, non, parce que dans la loi, ils avaient dit pour que cette monnaie soit recherchée, elle va être rare. Et on va faire une monnaie qui va même à un moment avoir un maximum, 21 millions de bitcoins. Dès que vous mettez la rareté, il y a un problème dans la monnaie. La monnaie, elle doit circuler. Si elle est rare, il y a un moment, l'économie la dépasse. C'est ce qui avait posé le problème de l'or au 14-18 où on manquait d'or pour faire la monnaie. Et donc, il y a un moment, cette rareté a fait que, évidemment, le prix a commencé à monter. Et les gens n'ont plus acheté le bitcoin pour échanger et boire une bière, mais parce que la valeur allait monter. Et là, on est passé sur un actif financier. Et aujourd'hui, le Bitcoin est extrêmement volatile, c'est un pur actif financier, il est exactement ce qu'il ne voulait pas faire, et comme en plus le marché est petit, bon, on peut des fois passer 3 jours ou 4 jours avant de faire valider son opération, et donc on a de vrais problèmes techniques quand il y a des phases, et donc je dirais que les valeurs éthiques ne sont pas respectées. J'ajouterais que pour faire tourner ces 15 000 ou 20 000 ordinateurs, ça consomme plus d'électricité qu'un pays comme le Chili, plus que l'Irlande. Donc, il y avait aussi une valeur, on va arrêter les abus du capitalisme, mais aujourd'hui, on a créé un truc qui pollue, puisque on met dans des fermes des petits calculateurs qui chauffent beaucoup, donc on les met dans la glace pour pas dans les endroits froids comme l'Islande, ça pollue, ça consomme de l'électricité énormément, et ça ne permet pas de financer l'économie comme la permet une monnaie normale, puisque les nouveaux bitcoins ne font jamais un financement d'une production, ils sont là uniquement pour récompenser ceux qui font tourner les ordinateurs, c'est-à-dire ceux qui consomment l'électricité. Et en plus, on réduit 24, puis 12, puis 6. Donc on a un système qui, pour moi, n'arrive plus à respecter ces valeurs éthiques, et même au contraire des valeurs éthiques, c'est devenu une sorte d'archétype de la pure spéculation pour elle-même, un plaisir mimétique, où la majorité a raison, et donc quand la majorité achète, ça monte, quand la majorité vend, ça s'effondre, mais sans qu'il y ait de vraies valeurs derrière. On est loin de l'or. On parlera demain après-midi de cette problématique de monnaie de flux, puisque une monnaie qui n'est pas utilisée devient une monnaie spéculative et donc c'est plus une monnaie. Non, c'est un actif financier ou autre. Dans le Bitcoin, on ne sait même pas très bien ce que c'est comme actif, puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Alors, on a déjà quelques questions, alors qui sont très liées effectivement à la monnaie d'aujourd'hui, et notamment à ce moment de la crise sanitaire avec ce qu'on appelle la planche à billets qui tourne. Et donc, comment on peut avoir encore confiance dans des banques centrales ou des États qui ont ouvert les vannes complètement en reproduisant de la monnaie sans visiblement de limite? Alors, il faut savoir déjà que la monnaie qu'on utilise tous les jours, que les entreprises utilisent, que les ménages utilisent, ce n'est pas la monnaie créée par les banques centrales. On utilise en fait de la monnaie qui est créée par les banques qu'on appelle de second rang, Crédit Lyonnais, Société Générale, BNP. C'est elles qui créent la monnaie. Donc, il y a souvent un peu une confusion. Ce qu'ont fait les banques centrales depuis 2008, c'est d'ouvrir les vannes de la création de la monnaie banque centrale, la monnaie créée par la banque centrale. Mais cette monnaie banque centrale ne circule pas dans l'économie. Donc, ça n'a pas augmenté la masse monétaire. Donc, ce n'est pas une vraie planche à billets. Parce que pour qu'il y ait une planche à billets, il faudrait que la banque centrale puisse injecter directement cette monnaie dans l'économie. Par exemple, en prêtant directement aux États.
Mais par exemple, en Europe, c'est interdit. Et dans la majorité des pays, c'est très, très freiné. Donc, en fait, les banques centrales ont créé des montagnes de monnaie banque centrale. Pourquoi? Pour aider les banques à se payer entre elles. Parce que cette monnaie banque centrale a une utilité particulière qui est de payer, de faire que les banques payent. Évidemment, la Société Générale, quand elle doit de l'argent au Crédit Lyonnais, elle va pas payer avec la monnaie de la Société Générale. Le Crédit Lyonnais dit non, moi je veux une monnaie que vous ne créez pas. Comme nous, on ne peut pas payer avec une monnaie qu'on crée. C'est la monnaie banque centrale. Et comme en 2008, il y avait une crise de liquidité très forte, les banques ne se faisaient plus confiance, il a fallu remettre la confiance en mettant de la monnaie banque centrale. Et donc, on a créé en fait beaucoup de monnaie banque centrale, mais pas de la monnaie au sens qui circule dans l'économie. C'est même, aujourd'hui, la BCE aimerait que l'économie. Donc, ils mettent des taux d'intérêt négatifs sur ce que les banques possèdent en disant, pour vous punir de garder cette monnaie banque centrale et de ne pas la prêter, je vous mets des taux négatifs. Mais une banque ne peut pas créer de la monnaie toute seule si on ne lui demande pas. Une banque, elle crée de la monnaie s'il y a une demande. Si vous n'avez pas d'entreprise pour demander la monnaie, il n'y a pas de création monétaire. S'il n'y a pas de ménage pour demander de la monnaie, il n'y a pas de création monétaire. Or, quand on est en crise économique, la demande chute. Et donc, vous ne pouvez pas, c'est un peu l'image de l'âne, si vous poussez sur la corde, elle se détend et l'âne ne va pas avancer. La monnaie, c'est un peu ça. Donc, alors, est-ce que ça enlève la confiance? Moi, je ne crois pas, mais parce que je pense qu'elle devait le faire pour sauver le système bancaire. Et un capitalisme sans système bancaire, alors, ils avaient fait des bêtises, mais vous savez, il y a des moments, quand quelqu'un est dans un arbre et qu'il a un accident, vous lui apprenez pas le code de la route, vous lui faites une perfusion. Donc en 2008-2009, c'était le temps de la perfusion et pas de réappeler. Bon, il faut ensuite revenir et on a fait de la régulation. Il faudrait à mon avis en faire beaucoup plus. Il faut ensuite dire aux banques, non, on vous sauvera plus maintenant de la même manière. Et c'est ce que la réglementation fait. Mais au moment, elles n'avaient pas le choix. Donc je pense qu'elles ont sauvé le système. Souvenons-nous de 1929, c'est une crise très très différente, c'est vrai, mais en 29, la banque avait dit l'économie, le PIB chute, donc il y a moins besoin de monnaie, donc je réduis la quantité de monnaie. Et au moment où tout le monde était en quasi-faillite, la réduction de la monnaie avait poussé beaucoup d'entreprises et de banques en faillite et ça n'avait fait qu'aggraver la crise. Pour ça, on a retenu la leçon, on l'a dit en 2008, ce n'est pas le moment de freiner, il faut sauver les gens, un peu comme le fait aujourd'hui avec la crise Covid, on donne de l'argent pour qu'ils ne travaillent pas. On donne à des restaurateurs de l'argent pour qu'ils ne donnent pas de repas. Un économiste, c'est impensable. Pourquoi? Parce que pour des raisons sanitaires, on ne veut pas qu'il ouvre le restaurant et que si vous le laissez mourir, eh bien, effectivement, il y aura un vrai problème ensuite d'économie. Donc, voilà. Donc là, on crée... Là, vous pensez que c'est de la prévention pour éviter la crise financière de 2022-2024? Oui, c'est pour... Toutes les questions. Oui, disons qu'on fait ça pour essayer de maintenir des structures économiques en vie parce que vous savez, créer une entreprise, il faut souvent des semaines et des mois. Tuer l'entreprise et la faire mourir, c'est des fois quelques secondes. Et on avait vu après 2008 qu'il y avait eu beaucoup de morts d'entreprises, elles n'étaient pas revenues. Donc aujourd'hui, on essaye de figer le temps. On dit, allez, le temps du Covid, on pense plus à rien et on maintient le truc. C'est évidemment un pari parce que c'est de la dette souveraine. Alors évidemment qui ne coûte pas cher aujourd'hui parce qu'elle s'endette à taux négatif, la France. Donc en fait, la France s'enrichit quand elle s'endette en ce moment puisque la dette française à 10 ans est à moins 0,1%, la dette à 5 ans à moins 0,2%. Donc finalement, quand la France s'endette, elle gagne un petit peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sauvé par le fait que les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt à des niveaux où ces politiques sont tenables, soutenables. Donc là aussi, je pense que les banques centrales ont bien agi. De manière extrêmement hétérodoxe. Même moi qui suis plutôt considéré comme un économiste hétérodoxe, on n'avait jamais imaginé cela. Elles ont innové, mais moi je trouve qu'innover, des fois, c'est bon. Et je pense qu'elles se seraient... c'est ce que disait Bernanke, le patron de la Fed. Il disait, il y a un temps pour rappeler les règles et les règles économiques, puis il dit, il y a un temps pour agir. Et lui-même, qui était à la tête de la Fed, a dit, ce n'est pas le temps de respecter ce qu'on m'a appris à l'université, il faut innover. Et je crois qu'il a eu raison. Quand on voit que les banques centrales ont, pendant la crise ou juste avant, renforcé leur stock d'or, pour quelles raisons ont-elles fait ça? Alors, c'est pas toutes les banques centrales, mais les Russes, les Turcs, tous ces gens, est-ce que c'était juste pour être en capacité d'être plus dépendant du dollar, par exemple? Alors, dans le cas des Russes, c'est exactement ça, c'est de la géopolitique. C'est-à-dire, les Russes ont décidé de vendre tous les bons du Trésor qu'ils avaient américains, parce que, évidemment, si toute votre richesse est en bons du Trésor américain, ça peut plus être votre ennemi, puisque c'est un peu ce qu'on avait dit du Japon et ce que disaient les États-Unis de la Chine. Quand on les aura embourgeoisés, c'est-à-dire que ce qu'on sont des bourgeois gavés de dollars, ils arrêteront de nous embêter.
Et les Russes, ils n'ont pas envie de s'embourgeoiser. Donc les Russes, ils achètent l'or tout simplement pour pouvoir placer leurs réserves en autre chose que les bons du Trésor américains. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ils pourraient peut-être acheter des bons du Trésor européen, mais comme l'Europe est l'autre ennemi, ils n'en veulent pas. Dans le cas de la Chine, c'est plutôt parce qu'ils avaient très peu d'or par rapport à d'autres, je crois 1600 tonnes. Ils ont comme cible de monter à 5000 tonnes, donc ils veulent augmenter. Après, comme tout banque centrale, ils ont des actifs de nature différente. D'autres, comme la Banque de Belgique, vend son or parce qu'ils ont une dette et ça rembourse la dette. Donc, on a des stratégies différentes. On s'aperçoit que c'est les nouveaux pays émergents, notamment de l'Asie, qui souvent achètent de l'or parce qu'ils en avaient peu par rapport aux autres. Si on prend les États-Unis, je crois que j'ai les chiffres quelque part, ils avaient, je crois, 27 ou 25 000 tonnes d'or après la guerre et ils n'en sont maintenant qu'à 4 500. Donc, eux ont réduit leur stock d'or de manière extrêmement massive. Donc, il y a des stratégies différentes, mais l'or reste effectivement un actif de réserve. Où genre historiquement l'actif sans risque dans les dernières années, c'était le bon du Trésor américain. Peut-on dire sérieusement aujourd'hui que le bon du Trésor américain est un actif totalement sans risque? Je crois que personne ne peut totalement le dire. Donc on va vers des actifs marchandises, physiques, l'or dont on sait qu'ils sont rares et donc ils garderont une valeur. C'est aussi un problème de répartition des risques. Quand on voit que certains pays se lancent dans les monnaies digitales ou les crypto-monnaies, la Chine par exemple, qui veut créer sa propre monnaie, quel est l'objectif ou quelle est la raison de cette décision de passer finalement de l'autre côté de la création monétaire, celle des crypto-monnaies? Alors, j'ai beaucoup de questionnements là-dessus, plus que je n'ai de réponses. Je vais Antoine, parce que c'est bien. Voilà, je suis pas absolument sûr d'avoir très bien compris ce qu'il voulait faire. J'ai écouté le dernier discours de Christine Lagarde qui a dit dès janvier, l'Europe fera une crypto-euro. Bon, moi j'y vois quelque chose. C'est qu'aujourd'hui ils sont embêtés parce qu'ils mettent des taux d'intérêt négatifs. Et donc évidemment, vous êtes une banque, vous avez votre monnaie banque centrale à la banque centrale et vous prenez du moins 0,5% sur ce que vous avez. Vous faites un peu la tête. Et il y a une solution, c'est d'acheter un énorme coffre-fort et de mettre dans le coffre-fort des billets de 500 euros. Dans ce cas-là, le billet de 500 euros ne perd pas 0,5. Et la BCE a calculé qu'avec les billets de 500 euros, ça pouvait être rentable. Donc ils ont dit on arrête les billets de 500 euros. Mais ils pourraient faire ça avec des billets de 200 euros avec un gros coffre-fort. Si vous créez une monnaie banque centrale, parce que c'est bien une monnaie banque centrale, qui serait une crypto-monnaie, donc elle servirait à nouveau pour les banques et pas pour nous, ça empêcherait les banques de pouvoir aller vers les billets, voire à terme, effectivement, de pouvoir imposer un taux d'intérêt négatif sur la monnaie banque centrale généralisée, puisque aujourd'hui, par exemple, un ménage à qui on voudrait mettre un taux négatif, il dirait, ben non, je ferme mon compte en banque et je garde des billets de banque. Les billets de banque, on n'a pas de taux négatif. Et donc, la crypto-monnaie permettrait de généraliser les taux négatifs. C'est un peu mon explication. C'est-à-dire, aujourd'hui, les taux négatifs sont limités à moins 0,5, parce qu'après, ça devient dur, parce que les banques peuvent accumuler dans des coffres des billets. Et ils voudraient monter peut-être à moins 3%. C'est le rêve de certains économistes, de dire, ben non, pour relancer, il faut aller plus bas encore. Et si vous êtes à moins 3%, c'est mieux d'avoir une monnaie banque centrale crypto, puisque là, elle est électronique et vous pouvez mettre le taux d'intérêt négatif que vous voulez. C'est mon explication. En revanche, si les banques centrales se mettent aux crypto-monnaies, les banques de détail vont être obligées d'accepter les crypto-monnaies, ou Bien sûr. Même si elles ne sont pas de la banque centrale, les crypto-monnaies. Ah non. On non. ne va pas dire la crypto banque centrale est bonne et la crypto, j'allais dire grand public, est toujours le diable. Ah si, il y aura une différence toujours dans les deux pour les problèmes de confiance que j'ai dit tout à l'heure. On a une banque centrale qui a une délégation de confiance, qui est une confiance hiérarchique. Nous, on fait confiance à nos banques pour la monnaie et les banques font confiance à la banque centrale pour leur paiement entre eux. Il n'y a qu'au niveau mondial, on n'a pas de banque mondiale des banques mondiales et donc c'est la Fed et le dollar qui jouent un peu ce rôle. Mais les Chinois, on voit bien, poussent aujourd'hui au DTS, poussent à un panier de monnaie et donc à mettre un peu d'euros. Et donc, bien évidemment, la banque centrale peut l'imposer parce que les paiements entre banques se feront toujours en monnaie banque centrale et pas en crypto-monnaie privée. Donc, il y aura toujours une rupture entre monnaie publique et monnaie privée. Les crypto-monnaies n'ont pas de cours forcé et légal, contrairement aux monnaies publiques. Elles ont juste un cours libre. On peut accepter le Bitcoin, c'est un cours libre, c'est des cours libres, comme les monnaies locales sont des cours libres, mais vous n'êtes pas obligé de les accepter, alors que vous n'avez pas le droit de refuser l'euro en paiement ou en salaire, etc. Donc, il y aura une différence radicale entre ces deux. Donc, je pense aussi que les banques centrales font de la communication, parce que crypto-monnaie, c'est moderne, ça montre qu'elles s'adaptent, mais elles n'auront pas du tout la même nature. On voit que de plus en plus des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies basées sur des choses réelles, comme l'or. Ici, il y a
dans cette entreprise, le Vera One, qui est basée sur l'or. Il y a d'autres stablecoins qui sont basés sur d'autres actifs qui se développent. Est-ce que finalement, c'est pas ça la solution ultime pour avoir une monnaie de confiance, c'est-à-dire une monnaie qui soit électronique, mais basée sur une réalité de stock? Oui. Alors déjà, pour rebondir sur les deux questions, la monnaie qu'on a aujourd'hui, elle est déjà électronique. La monnaie que j'ai à mon banque, elle est déjà électronique. C'est pour ça qu'on dit crypto, elles sont déjà électroniques, les monnaies. Hein, le billet, c'est même pas 8% de la masse monétaire en Europe, les billets, et donc c'est extrêmement peu, et les pièces, c'est 0,001%. Bon, on est sur le trait du crayon. Donc, effectivement, ce qu'on demande à une monnaie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La monnaie, Keynes disait, c'est la liquidité par excellence. C'est quoi la liquidité par excellence? C'est d'être liquide, on peut échanger tout le temps, quand on veut, mais sans perdre de valeur nominale. Sinon, vous êtes dans l'actif financier. Une action, vous pouvez la vendre quand vous voulez, mais pas au prix constant. Donc, la monnaie doit être constante. Or, les premières crypto-monnaies ont échoué à ça. Alors, le Bitcoin est monté. Bon, on peut dire c'est mieux parce que la valeur a monté, mais on voit bien que c'est une valeur qui est spéculative. Il y a une grande volatilité. Or, la monnaie, on veut de la stabilité. Et cette stabilité, elle peut être permise par un stablecoin. Parce que là, on revient sur une monnaie qui sert à ce que déjà disait Aristote. Hein, je reviens à Aristote, quand il disait une monnaie, c'est aussi un instrument de transaction. Et pour échanger, eh bien, il faut un instrument de compte. On compte et on échange. Pour compter et échanger, il faut que ce soit stable. La grande qualité d'une monnaie, c'est sa stabilité. Hein. Vous avez parlé de l'inflation, c'est un problème. La volatilité de la valeur est un problème. Regardez les pays comme l'Argentine qui ne s'endettent pas dans leur monnaie, qui s'endettent en dollars, et leur monnaie chute, leur dette explose, ils ont de gros problèmes. Donc, on demande à une monnaie d'être stable, avant tout. Et donc, les crypto-monnaies, au début, ont totalement échoué à ça. C'est pour ça qu'elles ne sont plus utilisées dans les transactions, ou très peu. Et donc, on va aujourd'hui vers des stablecoins. Mais si vous allez vers les stablecoins, c'est compliqué à faire. C'est là une deuxième réponse. Pourquoi? Parce que très souvent, vous êtes obligé de vous accrocher à une unité de compte reconnue comme telle. La confiance va venir de l'accrochage. Et souvent, cette unité de compte, elle est souvent une monnaie publique, comme le dollar. Et là, très vite, la Fed a dit, vous avez le droit de le faire. Mais là, vous devez avoir une licence bancaire, vous devenez une banque. Vous devez nous prouver que vous avez bien les dollars en face. Bien sûr, voilà. Vous avez la garantie, tout un ensemble. Là, la banque dit maintenant, ça me concerne, moi, en tant que banque centrale. Alors que le Bitcoin, ça ne concerne pas les banques centrales. Et donc, tout de suite, vous retombez sur la confiance hiérarchique et les banques centrales font très attention à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec l'accrochage en monnaie. Donc, je pense que c'est l'avenir, mais c'est un peu un autre métier. Ça nécessite notamment ce que le VIR, par exemple, qui est une monnaie locale en Suisse, a eu, d'obtenir une licence bancaire. Mais on a bien vu que la monnaie Facebook, par exemple, où il n'y a aucune transparence, a un peu échoué là-dessus parce que tout de suite, l'Union européenne a dit pas de licence bancaire. Les Suisses ont dit au début oui, puis finalement non. Et s'il n'y a pas de licence bancaire, vous ne pouvez pas vous refinancer dans les monnaies publiques et donc votre ancrage pose problème. Donc c'est comme ça que c'est là où ce sera pas si simple. On peut imaginer des monnaies purement privées stables, mais ces mécanismes sont quand même compliqués. Le VIR, vous en parlez, donc cette monnaie d'entreprise, on va dire, hein, de groupement de PME, de TPE suisses, est une réussite de monnaie privée. Oui, parce que ça a été créé dans les années 30, hein, donc vous savez, pour moi, souvent on me dit « Ah, c'est génial, ça réussit », je dis « Il faut attendre, hein, le temps fait… » Quand ça dure 70 ans, 80 ans, 90 ans, c'est que ça marche. Le VIR, effectivement, est une monnaie de réseau avec qui a eu une utilité qui très clairement crée de la valeur éthique, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut faire la même chose avec le franc suisse ou l'euro, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ça crée une éthique et un réseau local d'entreprises qui, du coup, travaillent en elles, et ça renforce effectivement la construction industrielle en Suisse, puisque les banques, les entrepreneurs suisses s'engagent à en prendre au minimum 20 à 50% dans les paiements, et donc ça a joué une logique, je dirais, éthique de local, un peu comme veulent faire les monnaies locales, où souvent elles s'accrochent à l'euro, mais elles essayent de développer des valeurs de circuits courts, de produits locaux, et donc vous pouvez ne les changer que contre des produits qui viennent du coin. Donc, on est bien sur, pour moi, un renforcement, excusez-moi, sur les valeurs éthiques. Et je crois que sur les valeurs éthiques, les monnaies locales peuvent être intéressantes. Il y a une question, vous dites que le Bitcoin est déterminé, le volume de Bitcoin est connu, 21 millions, ça s'arrêtera, il n'y en aura pas plus. Est-ce que l'or est on compare souvent le Bitcoin à l'or, on dit que l'or est en quantité… limité, ou est-ce qu'on n'a pas encore tout trouvé? Est-ce que c'est vraiment comparable? C'est pas comparable. Déjà parce que le Bitcoin est une rareté, mais il était censé n'être que monnaie. Il n'y a pas de contrepartie.
L'or, je rappelle, il y a un marché à côté du marché monétaire. D'ailleurs, le marché n'est plus vraiment la monnaie. Le marché est plutôt un marché financier de réserve de valeur. Et les autres marchés, c'est la bijouterie. Hein, là, aujourd'hui, on estime que le stock d'or est autour de 193 millions de tonnes, dans lequel 92 millions, c'est la joaillerie. Donc, c'est le plus grand marché. Et donc, là, il y a un débouché. Le Bitcoin, vous n'en faites pas des tant qu'il y a bijoux. de l'amour, il y a de l'or. Voilà. Il y a de la valeur. Les lingots et pièces, c'est 37 000 tonnes à peu près. Les banques centrales, 27 000 tonnes. Donc, c'est beaucoup, mais ça reste maintenant minoritaire. Et la gestion d'or, comme le fait ici votre société, c'est autour de 2500 tonnes. Et donc, on trouve aujourd'hui à peu près 3 000 à 4 000 tonnes par an. Hein. Donc, on estime que les réserves on pourrait encore trouver à peu près, sans doute, une centaine de mille de tonnes d'or. Bon, évidemment, c'est de plus en plus cher, hein, et donc ça ne peut se faire que si le prix de l'or monte. Et donc là aussi, on a un équilibre offre-demande. Donc on n'a pas trouvé tout l'or. J'ai quelque part le chiffre de l'or qu'on estime sur toute la Terre. Hein, c'est peut-être 400 000 tonnes, donc on est à peu près à la moitié à peu près. Mais évidemment, il y a un coût évidemment d'entrée. Il y a beaucoup d'or qui se perd. Aujourd'hui, quand on arrive sur les 3 ou 4 000 tonnes, il y a pratiquement la moitié qui vient du recyclage, hein, qui vient d'or qu'on recycle et pas qu'on trouve dans les mines. Les mines, c'est à peine 25%. Mais c'est ça, c'est que l'or, en plus, pourrait avoir une vie sans extraction. Oui, c'est-à-dire, voilà, il y a du recyclage, on en perd beaucoup. Hein. Bon, je pense parfois à Tibéri et sa côte de bœuf. Bon, ben, son or, il doit être quelque part dans le système d'égout du restaurant local. C'est pas très, voilà. Et on s'aperçoit que dans les égouts, il y a beaucoup d'or comme ça. Hein, voilà. Bon, il y a des choses à récupérer dans l'eau, des choses comme ça. Et aujourd'hui, bien sûr, l'électronique, tout. Et donc, voilà. Mais la grande différence entre Bitcoin et l'or, c'est que l'or a une vie sans. D'ailleurs, elle n'est plus monétisée aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de monnaie accrochée à l'or. Et aujourd'hui, le grand marché de l'or, c'est l'Inde, par exemple. Très gros, c'est là où il y en a le plus quasiment. Et comme les classes moyennes montent, elles arrivent à un pouvoir d'achat qui leur permettent d'acheter de l'or. Et donc, le marché est loin de s'étendre. Donc, l'or gardera cette valeur, alors que vous débranchez les ordinateurs du Bitcoin, il n'y a rien en face. Vous voyez, vous pouvez pas en faire un bijou. D'ailleurs, à la Renaissance, qu'est-ce qu'on faisait? Les gens prenaient leur or quand ils changeaient de région, ils le fondaient, ils avaient des fois même leur vaisselle en or, puis quand ils avaient besoin de pièces, ils allaient chez le fondeur, on payait un prix sur le fondeur et on en faisait des pièces, etc. Il y avait, est-ce qu'on était obligé d'utiliser l'effigie locale du prince, hein, souvent on pouvait être des condamnables. Il y avait des monnaies locales en or. Voilà, et on pouvait être condamné à mort si on utilisait une monnaie locale qui n'était pas la bonne, hein, donc fallait pas se tromper. Donc dès qu'on avait dans une région, il fallait fondre son or stock dans la pièce locale, et vous prenez un petit pourcentage au passage. Voilà. Et donc on avait un passage entre de l'or qui servait pour la vaisselle à de l'or qui servait aux pièces, qui était régulier. On n'avait pas une séparation des deux. Et donc aujourd'hui, on a toujours un petit peu ça. L'or peut être un bijou, le bijou peut être fondu, peut être transformé en pièces, et puis la pièce pourra toujours être fondue et transformée en bijou. Donc l'or a une valeur, et il est rare, il est surtout inaltérable. Donc voilà, c'est l'or, vous le mettez dans la terre pendant 2000 ans, vous le retrouvez, ce que ne fera pas un bitcoin. Hein. À nouveau, les bitcoins, si un jour on manque d'électricité pour alimenter tout ce système, eh bien, il ne restera rien. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans l'avenir, une monnaie pourrait être basée sur l'eau, sur des choses de développement durable, c'est-à-dire quelque chose qui deviendrait rare et cher? On a commencé à voir que des gens faisaient de la spéculation sur l'eau. Alors, là, moi, je suis plus réticent parce que je suis un économiste qui n'aime pas trop que voilà, c'est l'extension du domaine de la marchandise, hein, la vieille expression, et on voudrait tout marchandiser. Hein. Il y en a qui voudraient vendre la lune, qui voudraient vendre l'air qu'on respire. Évidemment, si on pouvait vendre l'air qu'on respire, il y a un marché à faire. Ça me gêne beaucoup parce qu'il y a des biens communs, ce qu'on appelle des biens communs, et l'eau devrait en être un. Alors l'eau est très rare. L'eau coûte, on vient de faire payer depuis 1 an l'eau aux Irlandais, ils n'ont pas compris, mais parce que évidemment il y avait une abondance. Je pense qu'on doit garder pour des biens communs une gestion. Hein. L'eau est rare et donc il y a un prix, il y a un coût, je suis tout à fait d'accord. Mais on doit le garder dans une gestion de biens communs. L'or, pour moi, n'est plus un bien commun, que ce soit bijou, on est plutôt dans une détention privée, donc les gens peuvent vivre sans or, voilà. Donc c'est pas, si quelqu'un accumule de l'or, il tue pas les gens à côté. Imaginez quelqu'un qui accumulerait de l'eau et non. Donc là, je suis très réticent quand on touche à des biens communs qui sont, pour moi, de l'ordre de l'humanité. Alors, peut-être pour les dernières questions, mais il y a beaucoup de questions et de craintes sur le système bancaire, et le système bancaire de détail, celui qui nous concerne, nous, consommateurs.
Est-ce que finalement, c'est pas là où il y a la plus gros risque de perte de confiance dans les monnaies? Parce que, mine de rien, les banquiers de détail, c'est eux qui nous remettent les euros ou les dollars si on vit dans une zone dollar. Alors, effectivement, la monnaie, je dis souvent, la monnaie, c'est une anticipation de richesse. La monnaie permet d'échapper à la contrainte de l'épargne, parce qu'on peut créer la monnaie pour créer une richesse. Mais la monnaie n'a pas de valeur en soi. C'est pour ça qu'à un moment, il y a des moments où on l'accrochait à l'or pour que sa valeur en soi soit celle de l'or. Mais aujourd'hui, elle est un pur signe. Donc, la monnaie est un signe. Donc, qu'est-ce qui fait fondamentalement la monnaie? Non pas la quantité de monnaie que vous avez créée, mais les contreparties. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas si on crée trop ou pas assez de monnaie, c'est quelles sont les contreparties. Si vous créez de la monnaie et qu'avec ça, vous créez de la richesse, de la vraie richesse, il n'y a pas de problème. On a une offre, on a une demande, on a des richesses et la monnaie n'est pas en problème, il n'y a pas de risque quel que soit. Par contre, si avec la monnaie, vous ne créez pas de richesse, voire vous-même vous détruisez les richesses, et on peut considérer que la planète en est une, là, il peut avoir un problème. Donc, les banques font plutôt bien leur travail. Et si vous prenez les pays riches comme les États-Unis, l'Europe, franchement, on crée de la monnaie pour créer des richesses, essentiellement. Donc, je ne vois pas de crise majeure. Bon, si vous avez des pays comme le Zimbabwe où on crée de la monnaie sans richesse, mais la monnaie disparaît. On a eu des disparitions de monnaie en Argentine, au Brésil, on a dû les changer. Aujourd'hui, l'Argentine est dans une situation dramatique à ce niveau-là. Donc, bien sûr que on peut avoir de vrais problèmes. Dès que vous commencez à créer la monnaie qui est une anticipation de richesse et que la richesse n'arrive pas, soit parce que vous êtes trompé, soit parce que le marché n'en veut pas, soit parce que il y a vraiment, on a des crises monétaires. L'Allemagne en a connu. Donc cette question est une vraie question. Cette question arrive, mais globalement dans les pays, je dirais bien gérés, comme le sont l'Europe, comme le sont les États-Unis, généralement cette question est bien gérée. Même si on a vu avec Trump une dérive énorme de la dette publique. On a aujourd'hui, je crois, 115 000 milliards d'obligations dans le monde, donc on est arrivé à des choses qui sont énormes. Il faut voir ce qu'on a en face, toujours. Hein. C'est comme si on prend la dette de l'État français, c'est un problème, mais si on regarde ce qui est en face, finalement, c'est au-delà de la dette. Donc, on a plutôt un actif net. Toujours, c'est les contreparties qu'il faut aller voir. Hein. Quand on est endetté, il faut voir pourquoi on s'est endetté. Si on s'est endetté pour juste manger, c'est un problème. Si c'est pour acheter une canne à pêche et qu'on a appris à manger et qu'on pourra pêcher avec, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on voit la dette qui augmente, mais vous nous rassurez en disant c'est pas parce qu'il y a une dette qui augmente qu'il faut être focalisé sur le chiffre. C'est vraiment mettre en face ce à quoi ça sert. Oui, parce que surtout si on prend la dette publique, on est sur, entre guillemets, un agent qui est éternel. Alors éternel, la Terre n'est pas éternelle, mais qui va durer. Donc, François Ier a émis de la rente perpétuelle. Bon, on l'a remboursé d'ailleurs depuis. Donc la dette française, elle date de plusieurs siècles. Et on dit toujours, on va faire payer les petits-enfants. Bah non, parce que les petits-enfants, ils font payer leurs petits-enfants. Et leurs petits-enfants font payer leurs petits-enfants. On n'arrête pas la partie. Il n'y a pas un moment où on dit, oh, on arrête le temps. Il n'y a pas de risque là-dessus. Non, non. Sur un ménage, oui. Si vous êtes endetté, on va dire, oh, vous êtes un peu vieux, ça sent le sapin. Là, il va peut-être falloir que vous remboursiez. Une entreprise aussi, bien sûr. Voilà. Mais non, pas là. On a toujours fait comme ça. Et il faut que, en fait, la vraie question, c'est qu'il faut trouver des gens qui acceptent de l'acheter. Et évidemment, ils acceptent de l'acheter si vous êtes, qui est terrible, on retrouve à l'action de confiance, s'ils ont confiance en vous. Et cette confiance, c'est toujours de savoir ce que vous en avez fait. La Grèce a eu un problème parce que ils avaient créé beaucoup de monnaie pour faire les Jeux Olympiques. À la fin, ils sont retrouvés avec des infrastructures qui ne servaient à rien. Ces infrastructures ont été construites par des pays étrangers, ça n'avait pas fait de développement local, et donc ils sont retrouvés avec une dette sans contrepartie. Ils ont eu gros problèmes, puis ils ont triché, etc. Donc, si vous faites de la monnaie sans créer de richesse, vous avez un problème. Mais sinon, la dette en elle-même, si elle est validée à nouveau par une création de richesse, non, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on donne de l'argent à un restaurateur pour pas qu'il ouvre son restaurant, on ne crée pas de richesse. Aujourd'hui, un économiste ne peut pas accepter ça d'un point de vue conceptuel. On l'accepte pour ce que j'ai dit, c'est qu'on essaye de faire le dos rond pendant quelques mois en disant ça repartira, puis on remboursera la dette plus tard. Mais c'est clair que donner de l'argent aux gens pour qu'ils ne travaillent pas, qu'ils veulent travailler, qu'il y a une offre et une demande, ce n'est pas d'un point de vue économique très justifiable. Et on ne le fait pas d'ailleurs pour des raisons économiques, on le fait pour des raisons sanitaires. Une dernière question, on pose la question, est-ce que l'euro peut disparaître ou baisser considérablement? Est-ce que c'est envisageable? Oui, l'euro peut absolument disparaître. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des valeurs éthiques, les valeurs de la paix, les valeurs de l'Europe. Or,
on a connu une crise, et dans les crises, on a le montée du nationalisme, on a le montée du communautarisme, on a le montée de la violence, comme dans toute crise, et on l'a vu un peu déjà, hein, Brexit, les Européens, eux, ils n'étaient pas dans l'euro, mais ils sortent de l'Angleterre, on l'a vu avec Trump, et donc, qui aurait dit que les États-Unis ne joueraient pas la carte du multilatéralisme pour se refermer? Bon, on l'a fait. Donc, on peut très bien avoir un resserrement en Europe de gens qui disent, ben non, moi je me reconnais plus dans ces valeurs, c'est un problème de valeurs. On a vu les Italiens à un moment tanguer. On a beaucoup parlé d'Europe Nord et d'Europe Sud. Oui, alors les Italiens qui étaient très européens, à un moment ont commencé à dire peut-être que non. Et si demain les Italiens sortent de l'euro, si demain l'Espagne sort ou d'autres pays, voire même l'Allemagne, parce que certains disent aujourd'hui on devrait sortir par le haut, eux, mais voilà. L'euro peut mourir, bien sûr, comme l'Europe peut mourir, parce que c'est un projet. Si on veut pas alimenter ce projet, si on cesse d'être européen, si on n'a plus les valeurs communes ensemble, et si on voilà, c'est une question que j'ai vue un peu avec la Grèce. Si les Allemands n'ont pas envie d'aider les Grecs, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils l'ont fait pour les Allemands de l'Est. On a vu que pour les Grecs, ça a été plus dur. Ils l'ont fait quand même. Hein. Donc l'Europe a fonctionné. Mais c'est une vraie question. Si tout d'un coup on dit, mais moi je veux pas travailler avec eux, je ne les aime pas, je suis même prêt à faire la guerre, ben on refera la guerre. On l'a fait pendant des siècles et des siècles. Donc moi j'ai l'espoir, hein, mais honnêtement, l'euro est comme toute monnaie, elle peut disparaître. D'autant plus qu'elle n'est pas ancrée à une construction politique qui est absolument stabilisée. Hein, c'est-à-dire que la France est sans doute plus dure à remettre en cause en tant qu'entité politique que l'Europe, qui est une entité d'États-nations, qui ont longtemps été antagonistes, qui peuvent se détester. Donc oui, l'euro peut tout à fait disparaître. Merci beaucoup pour toutes vos questions et merci beaucoup Edwin Le Héron pour toutes vos réponses.